On a donc passé en revue ces jeunes, ces industriels, on a parlé des attentes des consommateurs, de la feuille de route européenne, de la feuille de route française, et maintenant un sujet qui va beaucoup vous intéresser, c'est la matière. Gros plan sur les matières, parce qu'elles sont nombreuses, elles peuvent représenter des alternatives et répondre à toutes ces questions, à ces défis. Pour en savoir davantage, eh bien, je vous demande d'accueillir Olivier Villecaud et Bertrand Fillon. Bienvenue à tous les deux. Bienvenue messieurs, avant de vous donner la parole, on va faire un sondage. Quelle est la proportion des plastiques recyclés aujourd'hui en France, à votre avis? Première proposition, 51%, deuxième, 22%, troisième, 13% ou quatrième proposition, 6%. Vous choisissez, vous envoyez 1, 2, 3 ou 4 au 07 57 92 14 07. C'est parti, le résultat dans quelques secondes. Quelle est la proportion des plastiques recyclés aujourd'hui en France? 51%, 22%, 13% ou bien 6%. Vous choisissez et je demanderai à mes invités de réagir aussitôt. Le résultat connu. Tout le monde a voté. Le président Sylvain Rau a voté également. Nous allons pouvoir découvrir les résultats. Vous nous dites à 57%, la deuxième proposition, 22%. Effectivement, c'est la bonne réponse. Alors, c'est quand même pas beaucoup. C'est pas grand-chose. Olivier Villecaud, vous êtes vice-président du syndicat des régénérateurs de matières plastiques. Pourquoi on est si mauvais en termes de recyclage dans notre pays? Alors tout à fait, c'est très insuffisant. Le SRP, le syndicat des régénérateurs, ce sont des usines de régénération. Nous avons une vingtaine d'entreprises et une trentaine d'usines en France. Et nous produisons 400 000 tonnes de matières recyclées à travers la France. Ça, c'est pour donner les grands chiffres. Donc il y a de la matière. Alors pourquoi on est à des taux aussi bas? Aujourd'hui, le gros goulot d'étranglement, c'est clairement la collecte. On a seulement une bouteille sur deux qui est collectée en France, alors que la bouteille d'eau minérale, par exemple, c'est un produit qui se recycle très bien. La problématique, c'est la collecte dans les grandes villes, qui est très insuffisante, des problèmes de place souvent, de volonté politique aussi de mettre des contenants. Et puis on a également le hors-foyer qui est très mal collecté dans les gares, les aéroports et aussi dans la restauration. Je crois qu'il y a certaines grandes chaînes qui ont été pointées du doigt comme n'appliquant pas le décret 5 flux qui oblige à recycler un certain nombre de produits. Et en fait, ça vient de là. Nous, les industriels, on est prêts à investir. Aujourd'hui, il y a une grosse demande de la part des clients. Mais nous n'avons pas suffisamment de produits, sur des produits qui sont simples à recycler. Là, on ne parle pas de multicouches, on ne parle pas de choses compliquées. Là, c'est des choses qu'on maîtrise. On fait des matières premières recyclées alimentaires avec ces bouteilles. Et malheureusement, il n'y a pas suffisamment de tonnes pour justifier l'ouverture de capacités supplémentaires. Mais est-ce que la vraie raison se situe au niveau de la rentabilité? Question simple, est-ce que c'est rentable de recycler, de collecter? Alors, c'est compliqué de recycler parce qu'on reçoit un flux qui est ce qu'il est, qui retrace un petit peu tout l'historique de la collecte, selon que la collecte est sélective, selon comment le tri a pu être réalisé. Pour donner un ordre de grandeur, sur une bouteille d'eau minérale, par exemple, on a un rendement matière de 70%, c'est-à-dire qu'on a à peu près 30% du flux entrant qui va être écarté si on veut produire un produit de qualité. Parce que de l'autre côté, on a un client industriel qui, lui, veut un produit de haute qualité, surtout si c'est pour remettre dans une bouteille d'eau minérale. Il faut savoir que la pureté, on a un taux d'impureté inférieur à 10 ppm, ce qui est vraiment très très bas. Et ça vous montre que le recyclage s'est vraiment professionnalisé ces dernières années pour être capable de sortir à des niveaux de qualité comme ça. Est-ce qu'à votre avis, il faut vous contraindre par la loi pour y arriver? Les régénérateurs, on est convaincus depuis longtemps. Par contre, on le disait tout à l'heure, il y a une certaine frilosité de certains acteurs à intégrer du recyclé. Ce n'est pas encore un réflexe naturel, c'est des contraintes, on l'a dit. Des fois, quand on fait les choses
pas tout à fait comme il faut, on va casser du matériel, des moules. Il faut s'adapter, c'est une matière différente et ça demande des efforts. Et aujourd'hui, le seul facteur de motivation, c'est un facteur économique. Donc quand la matière plastique est à des prix trop bas, je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'incitation. Mais comme on l'a rappelé aussi, on est en situation de crise. Et il faut savoir que si on ne fait pas ça, c'est toute notre industrie du plastique qui est menacée. On évoquait des problèmes de message, de communication. Est-ce qu'on ne devrait pas être un peu plus clair aujourd'hui dans les modes d'emploi, dans ce qui se jette, ce qui ne se jette pas, ou ce qui va se jeter ou se recycler? Alors, on est face à une contradiction parce que d'un côté, on veut simplifier les gestes de tri pour le citoyen, donc on dit mettez tout dans la poubelle jaune, hein. C'est l'extension des consignes de tri. En même temps, si on essaie d'y comprendre quelque chose sur les logos, sur les emballages, en fait, on n'y comprend rien. Et ce n'est pas effectivement parce qu'on a mis un point vert qui montre qu'on a payé la cotisation, ce n'est pas pour autant que l'emballage est recyclé. Et donc c'est vrai qu'au niveau du SRP et même de l'Association européenne des recycleurs, on a sorti la définition de ce qu'est un emballage recyclable. C'est un emballage qui va rentrer dans une filière existante de recyclage. Donc ce n'est pas un recyclage théorique, c'est un recyclage réel parce qu'il y a la collecte, le tri, la régénération et derrière une application qui va utiliser les produits fabriqués. Donc c'est un petit peu nouveau, mais ça avait le mérite de fixer les choses parce qu'aujourd'hui, les gens disent c'est recyclable, mais en fait, on est dans la théorie pure. Et ça, le grand public, il n'en veut plus. Le plastique aujourd'hui n'est-il pas devenu le symbole un peu encombrant, j'allais dire, des 30 glorieuses? On parlait tout à l'heure de jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est ce qu'on est tous tentés de faire un petit peu. En fait, le plastique, il a accompagné ce développement économique avec tous les bienfaits. On n'aurait pas la société et les progrès techniques qu'on a fait maintenant sans le plastique, avec ses propriétés d'allègement, d'économie carbone par rapport aux autres matières. Le seul problème, c'est qu'on a oublié qu'il y avait une fin de vie. D'où l'éco-conception dont on a beaucoup parlé avant. Il faut qu'on la transforme d'éco-conception linéaire en éco-conception circulaire. C'est-à-dire, on doit se poser deux questions quand on conçoit un produit. C'est comment je peux maximiser son contenu en matière recyclée. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'elle devient en fin de vie? Et on a des industriels qui s'intéressent, qui viennent nous voir au SRP pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je peux mettre une collerette comme ci, comme ça, le papier, etc. Et je salue cette démarche parce qu'on est dans une vraie démarche d'éco-conception. Et j'aurais tendance à dire, venez voir les professionnels du recyclage. Nous, on est ouverts pour vous donner les clés pour améliorer la conception de vos produits. Bertrand Fillon, vous êtes directeur général de recherche chez IPC, Centre Technique Innovation Plasturgie Composite. Et dans les labos, il y a plein de solutions qui existent. Il y a beaucoup de recherches et des commentaires, bien sûr. Plastique Bertrand, ça c'est toute une génération. Très facile, très facile. Ça plane pour vous, j'espère. Oui, tout à fait. Alors, dans les labos, où en est-on aujourd'hui? Ça fonctionne? Ça fonctionne. Tout d'abord, j'aimerais bien revenir sur les chiffres qu'on a vus tout à l'heure. Faut savoir que le plastique, donc 22%, 20%, l'acier et l'aluminium, 80%, d'accord? Le papier, 60%. Voilà, on voit tout de suite le travail qu'on a à faire tous ensemble. L'aluminium a eu de gros problèmes il y a quelques années. C'était pareil. Il y avait l'aluminium bashing, on va dire. Le papier, n'en parlons pas. C'est lui qui pollue les rivières avec ses colorants, ses encres et compagnie. Le plastique, c'est un tour. On est plus jeune, faut qu'on y passe. Ils ont tous réussi à remonter. Donc, je pense que c'est jouable. Par contre, on doit travailler ensemble. Quand je dis ensemble, c'est la chaîne de valeur. La chaîne de valeur du chimiste jusqu'au consommateur. Jusqu'au consommateur. Et en prenant tous les acteurs. Et les jeunes. On a vu, les jeunes, on a une occasion pour repartir avec eux. Et donc, jouons ensemble et on va gagner. Et on doit remonter au moins à ces 60%. Parce que le papier, l'aluminium, l'acier, ils sont heureux actuellement. Ils vont reprendre des parts de marché. Tout à l'heure, on disait la bouteille en verre ne reviendra pas. Elle va reprendre la part de croissance. Il faut savoir que le verre, aujourd'hui, on est capable de le rendre flexible. On est capable de le rendre flexible. Bien sûr, on n'arrive pas encore à fabriquer des bouteilles hyper légères, flexibles et compagnie, mais on rend du verre flexible. L'aluminium s'améliore en propriété, l'acier, n'en parlons pas. Donc si on ne bouge pas, on va disparaître. Et on peut remonter. On a toutes les forces pour le faire.
Et en France ou en Europe, on a tous les acteurs pour le faire. Donc à nous de jouer. Alors, quelles Alors sont maintenant, voilà, tout à solutions? fait. Et à nous de jouer, pourquoi? Parce qu'on a plein de solutions. On a plein de solutions au niveau des matériaux. Si on prend cette économie circulaire, eh bien, on commence déjà par le design. Hein, on parle d'éco-conception, mais c'est le design. On doit aller de plus en plus vers des produits légers. Le plastique, jouons là-dessus. Hein, sa force jusqu'à présent, c'est la légèreté. Eh bien, jouons justement sur les outils de simulation pour faire des produits plus légers. Consommer moins de matière, parce qu'on sait tous très bien qu'il faut consommer moins de matière. On l'a vu aux premières interviews. Ensuite, la durabilité. Le point faible du plastique, c'est la durabilité. Il faut absolument qu'on s'améliore là, rendre nos produits qui puissent avoir un meilleur vieillissement. Et donc actuellement, les gens travaillent là-dessus au niveau du laboratoire. Ça, c'est vraiment, je dirais, le design, et puis commencer à réfléchir quand on fait des multimatériaux. On parle de plus en plus de multimatériaux. Il faut absolument, quand on développe un multimatériau, penser au démontage. Comment séparer un métal d'un polymère? Parce qu'il y a beaucoup d'applications où c'est métal polymère, hein, dans l'aéronautique, tout ça. Comment séparer un multicouche? On commence à avoir des solutions de colle qui se décollent, ou de colle qui ont des enzymes qui vont pouvoir se séparer. Alors bien évidemment, ça peut paraître un peu lointain, mais comme l'a dit tout à l'heure, on l'a dit, il y a des solutions qui sont à court, moyen, long terme. Donc jouons là-dessus. Il y a plein de solutions qui vont nous permettre, à l'échelle laboratoire, d'aller vers une nouvelle génération de plastique qui va correspondre à cette économie circulaire. Et là, je parle au niveau du matériau. Comment rendre le matériau intelligent? Le matériau intelligent, bien déjà, c'est la traçabilité. Il existe des traceurs, la preuve, on en met déjà aujourd'hui pour les repérer au niveau des zones de tri. Mais on peut faire des traceurs plus performants. Changer de matériau au niveau des traçabilités. Donc on est capable de créer de la valeur dans le matériau pour pouvoir le repérer. Et donc toutes ces solutions, elles existent avec plus ou moins de maturité. Et à nous de les développer et à nous de les mettre en avant. Est-ce qu'il faut créer des standards? Est-ce qu'il faut harmoniser, rendre plus lisibles les choses? Peut-être. Peut-être. Je n'ai pas une réponse précise, mais regardons encore, alors je ne sais pas si on peut appeler ça les grands frères, mais l'aluminium, l'acier, la boîte aluminium, c'est un standard. L'aluminium a un standard spécifique, l'AL 3000, je ne sais plus combien, mais c'est un standard. Donc peut-être qu'on devrait passer par ça aussi. Mais attention. Hein. Mais c'est des réflexions à avoir, tout cela, pour justement s'assurer d'une matière qui soit tracée, la traçabilité. Ça va être très important la traçabilité, parce que tout à l'heure on parlait des problèmes de santé. Attention à nous, il faut absolument qu'on commence à réfléchir à ça aussi. Monsieur Wilco, sur la standardisation, sur ce nombre important de polymères, est-ce qu'il faut faire quelque chose? Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on a tendance à complexifier un petit peu les produits. Et derrière, il faut se rendre compte que ça complexifie le tri, le recyclage, et derrière, ça génère des coûts. Et ces coûts de matière recyclée, ben, les industriels ne sont pas forcément prêts à les accepter, parce qu'en fait, on a des services différents. D'un côté, il y a les services achats, qui ne parlent pas forcément au service marketing, et on ne fait pas forcément la boucle des choses. Et je voudrais dire une chose, toute cette éco-conception dont on parle maintenant, elle a peut-être un coût aussi. Hein, et ce coût, de toute façon, il ne faut pas s'illusionner. C'est le citoyen et le consommateur qui va la payer, c'est vous et moi. Tout à fait. Et je pense que si on est capable d'expliquer aux citoyens, ben voilà, la bouteille ou l'emballage, il va le payer un petit peu plus cher parce qu'on l'a éco-conçu pour qu'il puisse intégrer une filière de recyclage, et finalement c'est une démarche vertueuse, je suis persuadé que ce surcoût sera accepté par le citoyen. Hein. On ne peut pas à la fois dire bah, finalement c'est pas circulaire, et en même temps dire c'est circulaire, mais je ne veux pas payer plus cher. Bertrand Fillon, est-ce que l'intelligence artificielle va pouvoir vous aider? Oui, tout à fait. Je pense que cette technologie-là arrive. On a des industriels qui sont déjà sur cette ouverture. Veolia vient de faire l'acquisition d'une machine, d'un robot qui permet facilement le tri. On a la chance encore en France, hein, parce que je parle des Français, d'avoir Pelink qui développe des machines de tri et qui travaille justement vers cette approche d'intelligence artificielle. Donc toutes ces nouvelles technologies vont être un plus pour nous aider. Hein, et profitons de cette chance-là pour justement aller plus vite et faciliter notre tri, faciliter la reconnaissance des matériaux
Et puis, dès le début, toujours pareil, on doit travailler tous ensemble quand on va concevoir un produit pour s'assurer que dans le tri, on arrivera mieux à le repérer. Donc l'intelligence artificielle est un outil qui va nous aider fortement dans le futur. Et là, justement, je pense que si on regarde la plasturgie, on se plaint tous qu'on a du mal à trouver des jeunes parce que les jeunes, ils veulent aller dans d'autres métiers parce que la plasturgie, c'est ringard. Aujourd'hui, on a 2 mots-clés. L'éco-conception, le design, les biosourcés et l'intelligence artificielle. Voilà des mots-clés qui vont attirer nos jeunes vers notre métier. Voilà des mots-clés qui vont nous aider à développer cette plasturgie et à la rendre noble. Et là, je crois qu'il faut qu'on rebondisse là-dessus. Olivier Wilco, sur l'intelligence artificielle, là aussi, j'imagine que c'est un sujet qui vous intéresse. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de progrès qui sont faits sur les machines de tri. Ceci dit, il ne faut pas en attendre tout, parce que ce n'est pas parce qu'on est capable de séparer les plastiques qu'on est capable derrière d'avoir les filières de recyclage. Pour mettre sur pied une filière de recyclage, il faut un certain volume, d'où la standardisation. Donc il faut faire attention que la technologie ne soit pas une excuse pour éviter une éco-conception circulaire. Et donc je dis bien, il faut qu'on travaille tous ensemble. On doit jouer un match gagnant-gagnant au sein de la chaîne de valeur. Gagnant au niveau des chimistes, gagnant au niveau des gens qui font l'emballage, gagnant au niveau des recycleurs. Il faut qu'on joue ce jeu-là. Et gagnant au niveau des consommateurs. Il faut que le consommateur soit pris dans le jeu. On ne doit pas arriver avec une solution et leur imposer. On doit les mettre dans la boucle. Olivier Wilco, votre conclusion ? Je pense que c'est le consommateur qui nous fait bouger, on le voit bien aujourd'hui. Il faut être transparent avec lui et dire ce qu'on fait aussi sur nos emballages. On est trop frileux à dire qu'on a tant de pourcents de recyclés dans l'emballage. Et aujourd'hui, c'est un argument de vente. Il faut arrêter les anciens clichés. Je prends juste un exemple, c'est la barquette noire. Bon, le noir, on sait qu'on n'arrive pas à le détecter par les traits optiques. Donc, c'est une barquette qui ne va pas se recycler. Il suffit qu'on change de couleur, qu'on mette une barquette d'une couleur différente, et on sait d'un seul coup la recycler. Et il y a eu un sondage de fait auprès des consommateurs. En fait, ils ne sont pas du tout attachés à la barquette noire. Mais dans les services marketing, ils pensent que noir, c'est fait un peu plus luxueux. Donc, on garde les barquettes noires. Voilà, c'est un exemple où il faut faire bouger les esprits, les services marketing, etc. Il faut supprimer le service marketing, ça ira mieux. N'est-ce pas ? Plus vite. J'ai pas dit ça. Allez, merci beaucoup à tous les deux pour vos interventions et vos réponses.